Allez, on va se lancer dans l'étape numéro 2, gérer ces données, et on va s'attaquer à la première sous-étape, au grand A, effectuer des traitements sur ces données. Alors cette étape-là, elle consiste à automatiser toute une série de traitements, de telle manière à ce que, à chaque fois qu'une source de données va être modifiée et qu'on va mettre à jour, qu'on va réactualiser notre modèle de données, tous ces traitements qu'on aura paramétrés vont être réeffectués sur l'ensemble de nos données. Okay, donc terminer de faire tout plein de traitements en manuel à chaque fois qu'on réalise un reporting, de retravailler nos données sources, etc. Voilà, j'enfonce pas trop le couteau dans la plaie, je crois qu'on est tous passés par là, mais maintenant on a des outils comme Power BI à disposition et il faut vraiment tirer le meilleur parti de cette valeur ajoutée. Et justement, dans ces étapes de traitement qui sont vraiment chronophages et assez désagréables, on va pouvoir vraiment avoir un impact très concret sur notre quotidien, vous allez voir. Donc on va définir une bonne fois pour toutes ces étapes et tous ces traitements qu'on veut réaliser sur nos données, et ensuite on va les réappliquer pour tout le reste du temps de manière automatique à chaque fois qu'on réactualise nos données. Alors les traitements qu'on peut automatiser, comme je vous le disais en intro, ils sont très très variés et ils s'effectuent à partir de 2 endroits. Donc soit premier choix directement dans le desktop, on a l'onglet modélisation à partir duquel on peut faire quelques traitements. Et deuxième choix, on peut aller dans l'éditeur de requêtes, qu'on va voir vraiment en détail dans la suite de ce tutoriel, et d'où on va pouvoir se servir des boutons qui sont présents et qui couvrent vraiment une grande partie du besoin généralement. Et si on a des besoins plus spécifiques qui sont pas traités, qui sont pas faisables via les boutons qui sont présents, on peut se servir d'un éditeur avancé pour écrire des transformations dans un langage spécifique en fait, qui s'appelle le langage M. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre des exemples ensemble et d'automatiser des traitements. Donc, je vais reprendre l'exemple de ma société qui vend du textile en ligne. Et donc, d'abord, on va voir ce qu'on peut réaliser sans ouvrir l'éditeur de requête, donc en restant dans le desktop entre guillemets nominal. Donc d'abord, ici, on peut voir donc dans l'onglet modélisation qu'on peut trier ces données et aussi trier ces données en fonction d'une autre colonne. Voilà, ça c'est très pratique. L'exemple classique, c'est quand on veut trier des noms de mois, non pas par ordre alphabétique, mais par ordre chronologique. Voilà, c'est quand même plus pratique quand on veut représenter des données sur un graphique pour le lire. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une colonne d'index des mois grâce à la fonction months. Voilà. Et puis ensuite, on va trier le nom des mois en fonction de cet index. Depuis notre desktop, on peut aussi changer le type de données de nos colonnes. Il y a plein d'endroits où on peut changer le type, on verra par la suite. Donc on a besoin que nos données soient au format adéquat pour pouvoir ensuite effectuer des calculs dessus. Par exemple, si j'ai besoin de calculer une différence en jours entre 2 dates, j'ai besoin que mes 2 colonnes dates soient bien au format de données date. Ça paraît vraiment simplet, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même vérifier. Sinon, on a des erreurs, de toute façon. Et ça peut arriver que Power BI, quand il charge les données, il ne reconnaisse pas bien certains types. Par exemple, il y a une date qui transforme en texte, il y a des nombres qui transforment en texte, inversement, des textes qui transforment en nombres, ce genre de choses. Et donc, il faut bien s'assurer que les types de données sont corrects, sinon on les modifie à cet endroit-là. Une autre raison aussi qui justifie de bien typer ces données, c'est tout simplement de pouvoir créer nos liens entre nos tables quand on crée notre modèle relationnel. Donc ça, je reviens un tout petit peu en arrière, mais si on essaie de lier 2 clés qui ont pas le même type, Power BI ne va pas pouvoir le faire, tout simplement. Et donc, il va nous remonter un message d'erreur pour nous expliquer et nous notifier qu'il y a 2 types, que 2 champs ont 2 types différents et donc il peut pas lier 2 tables. Ça, c'est un court retour en arrière sur l'étape numéro 1. On peut aussi être plus précis dans le type de nos données. On peut aussi leur affecter une catégorie, notamment liée à la géographie. Donc ça facilitera après les représentations graphiques, notamment quand on utilise des visuels comme ArcGIS ou des cartes ou ce genre de choses, Bing, etc. Et donc, on verra après ça dans la partie 4. Et on peut aussi définir des données comme étant des URL ou des codes barres, etc. Donc voilà, si vous êtes dans ces cas-là, ne vous privez pas, typez vos données de la manière la plus précise possible, voilà, que ce soit un type ou une catégorie. Alors l'action qui est disponible aussi, c'est l'ajout de colonnes. Donc on peut se mettre en mode vue des tables et donc on va pouvoir noter des formules pour personnaliser des nouvelles colonnes. Alors petit conseil,
pour ce qui est du nommage des colonnes, et ce sera la même chose aussi pour les mesures après dans l'étape 3, je vous conseille de ne pas mettre d'accent, de CCD, voilà, ce genre euh, de, 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 de caractères qui sont liés à la langue française dans les noms des colonnes ou des mesures. Pourquoi ? Parce que Power BI est fait pour fonctionner plutôt en anglais, en tout cas pour l'instant, et il prend pas en compte les accents, etc. Quand on commence à taper quelque chose et qu'il nous propose des champs, comme je le fais là. Donc voilà, donc c'est pas pris en compte actuellement. On peut penser que ça le sera un jour dans une prochaine version de Power BI, mais en attendant, voilà, petit conseil. Autre chose aussi à savoir, quand vous créez comme ça une colonne calculée, ces colonnes calculées, elles sont statiques, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a seulement 2 actions qui déclenchent le recalcul pour toutes les lignes de cette colonne calculée. La première action, c'est quand on met à jour les données sources. Et la deuxième action, c'est quand on redéfinit le calcul, quand on change cette formule. Voilà, et c'est pas le cas des mesures. Les mesures sont complètement dynamiques. La suite, donc, tout ça, c'est ce qu'on peut réaliser sans ouvrir l'éditeur de requête. Voilà. Maintenant, on va aller ouvrir la boîte de Pandore carrément. Donc c'est parti, on va aller dans l'éditeur de requête. Donc on le retrouve à partir du ruban, dans l'onglet Accueil, modifier les requêtes. Et donc c'est une fenêtre particulière qui s'ouvre. Donc là, on va balayer un peu toutes les fonctionnalités de cet éditeur de requête. Et déjà, je vais présenter simplement comment cette interface-là se structure. Donc déjà, on voit qu'on a 4 parties distinctes. On a le ruban en haut qui permet d'exécuter des commandes et on va les balayer ensemble dans les minutes qui suivent. Sur la gauche, on a la liste des requêtes. Donc c'est les tables de données qu'on appelle dans l'éditeur de requêtes des requêtes. Et donc, en faisant un clic droit sur une requête, on a accès à certaines commandes. Donc on peut la supprimer, la renommer. Par défaut, toutes les tables elles sont activées dans notre modèle et à chaque fois qu'on met à jour le rapport, on met à jour la table. Mais on peut changer ce paramétrage-là. On peut aussi dupliquer la table, donc ça crée une copie exacte de la table, une nouvelle table. On peut aussi créer une référence, donc c'est un peu comme une duplication, sauf que la copie elle est virtuelle en fait, elle n'est pas stockée. On peut aussi faciliter le classement de ces tables en créant des groupes. Voilà, quand on a beaucoup de tables, ça peut être plus clair de faire comme ça. On peut organiser ces tables en les montant, descendant les unes par rapport aux autres. On peut aussi créer une fonction, ça j'y reviendrai plus tard. Et de toute façon, pour pouvoir créer une fonction, il faut avoir défini des paramètres au préalable. Donc voilà, j'y reviendrai plus tard à tout ça. On peut convertir en paramètres, ça pareil, j'y reviendrai plus tard. L'éditeur avancé, donc je vais cliquer dessus pour vous montrer. Et c'est ni plus ni moins que le code qui est écrit en langage M, le code des transformations qu'on va effectuer. Donc c'est un peu là, on est sous le capot, là, on voit le code. Et donc là, à ce stade, j'ai pas encore réalisé de transformation, donc ce code, il est vide, quoi, il est initialisé, mais c'est tout. Et on a aussi accès à l'éditeur avancé depuis le ruban Accueil, donc ici. Voilà, et puis pour terminer sur cette partie requête, on a aussi accès à ses propriétés, et on peut, donc si on le souhaite, leur ajouter une description, ou alors renommer la table, bon voilà. Ça, c'est la première partie de mon interface. Au centre, la deuxième partie, on a un aperçu des données. Alors pourquoi, entre guillemets, juste un aperçu ? C'est parce que, pour des raisons de performance, Power BI ne charge pas toutes les données dans cette partie. Enfin, plus précisément, il les charge, mais il les charge que quand on lui demande. C'est-à-dire quand on veut, par exemple, voir plus de données, donc en scrollant vers le bas comme ça, il charge au fur et à mesure les données qu'on lui demande de visualiser, ou alors si on veut appliquer un filtre sur une colonne. Là, il va charger plus de données dans le visuel. Donc justement, à partir de cette partie de l'interface, on peut filtrer les valeurs comme dans Excel et effectuer des tris aussi. Donc la différence, c'est que ces actions, ce sont des étapes qui modifient ma table de données, ma requête. C'est-à-dire que si je filtre par exemple sur une vente ID particulière, là je suis dans ma table des ventes, le filtre s'applique et ça ajoute une étape là sur la droite. Donc si je fais fermer et appliquer en haut et que je sors de l'éditeur de requête, là les étapes que j'ai créées vont s'appliquer à ma table de données et donc ma table de données, si je vais dans ma vue de table, elle ne contient maintenant plus qu'une seule ligne. Voilà. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer le lien entre l'éditeur de requête et les modifications que je réalise dans mes requêtes et le modèle Power BI. Donc voilà, je vais re-rentrer dans l'éditeur de requête. Je vais
pouvoir supprimer cette étape et je vais revenir à la situation initiale. Sur chaque champ, on peut aussi faire un clic droit et on a une liste qui sont en fait des raccourcis vers des boutons qu'on va détailler un peu plus tard parce qu'ils sont aussi dans le ruban. Sur cette partie aussi, donc toujours aperçu des données, on retrouve aussi pour chaque champ son type, donc ABC, le texte, un petit symbole calendrier, c'est la date, 1, 2, 3, c'est un nombre entier, donc etc., etc. Et en cliquant sur ces types, on peut les modifier. Donc même chose, ça va ajouter une étape ici sur la droite. Alors justement, notre quatrième partie, c'est celle-ci, c'est la liste des paramètres de notre requête. Et cette partie, elle recense toutes les étapes qu'on a appliquées à une requête. Donc à une table de données qu'on a chargée. Donc la première étape, c'est bien sûr toujours la connexion aux données qui est nommée par défaut source. Et ensuite, on a toutes les étapes que j'ai réalisées en chargeant mes données dans l'étape, donc quand j'ai réalisé l'étape numéro 1 ou alors que Power BI a réalisé de manière automatique. Par exemple, définir la première ligne comme en tête, changer certains types, ça Power BI le fait de manière automatique dans certains cas, enlever les doublons, supprimer les vides, etc. Donc si je le souhaite, je peux renommer chacune de ces étapes et lui donner un titre qui sera plus explicite. Par exemple, ici, je peux remplacer source par connexion aux données. Voilà, si ça me parle plus. C'est un peu un journal de toutes les modifications qui sont apportées à mes requêtes. Donc il faut que je rende cette partie la plus claire, la plus lisible possible, de manière à ce que quand j'y retourne dans quelques mois, j'ai une vision claire de toutes les étapes que j'ai réalisées. Donc lorsqu'on ajoute une étape, on a un petit symbole qui nous donne accès à son paramétrage et donc on peut aussi accéder aux détails d'une modification par là. Donc ça, on verra apparaître dans les exemples qu'on va traiter ensemble juste après. Ok, alors petite pause de quelques secondes. Donc on a vu les 4 parties de cet éditeur de requêtes. Voilà, donc bien, très bien. Maintenant, attention, concentrez-vous, ouvrez bien les yeux, les oreilles, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va balayer le ruban et on va ajouter des étapes de transformation sur nos données sources. Allez, 3, 2, 1, on y va. Donc, le ruban, d'abord l'onglet fichier. Alors ça, c'est facile, c'est exactement la même chose que dans le desktop nominal. Donc bon, voilà, je m'y attarde pas, tout ça on connaît. Maintenant, l'onglet accueil. Alors, premier bouton, fermer, appliquer. Ça sert à enregistrer, enfin ça équivaut à enregistrer et fermer notre fichier, c'est-à-dire que, notre éditeur de requête. C'est-à-dire que quand on clique ici, toutes les étapes qu'on a définies, elles vont être appliquées au modèle et on va retourner au desktop nominal, quoi. Entre guillemets nominal. Je peux aussi choisir de fermer indépendamment ou d'actualiser indépendamment. Voilà. Bouton suivant, nouvelle source. Alors c'est un bouton, c'est exactement la même chose que le bouton obtenir les données qu'on a dans le desktop. Même chose pour entrer des données, ça on l'a déjà vu dans l'étape numéro 1. Bouton paramètres des données, ça liste nos sources et la manière dont on s'y connecte. Donc je peux par exemple changer le chemin de mes fichiers sources en cliquant sur changer la source ici. Ou bien, si ma connexion à certaines données elle nécessite une identification, par exemple, j'ai un compte Google Analytics auquel je me connecte. Donc c'est à partir de ce bouton-là, modifier les autorisations, qu'on peut mettre à jour ces informations de connexion. Dans le cas, par exemple, où j'ai changé mon mot de passe, je vais devoir aussi mettre à jour les informations à cet endroit-là. Alors le bouton autorisation globale, lui, il est un peu plus macro. Il recense en fait toutes les autorisations que vous avez au niveau de votre compte Power BI. Donc la liste est un peu plus longue que la liste qui est relative seulement à notre fichier Power BI actuel. Le bouton gérer les paramètres, ça j'y reviendrai plus tard. Actualiser l'aperçu, ça permet donc d'actualiser toute ou partie des données. Si jamais pour une raison quelconque vous êtes en train de faire des modifs dans vos données sources, ça peut faut peut-être penser à réactualiser son aperçu. Ces 3 boutons là on les a déjà vus tout à l'heure quand je vous parlais de la partie requête. Ensuite, on a 2 boutons liés aux colonnes. Donc, atteindre la colonne, ça permet de sélectionner une colonne particulière. Donc, ça peut être pratique quand on a beaucoup de colonnes et qu'on n'a pas envie de scroller sur toutes les colonnes pour retrouver celle qui nous intéresse. Donc, si on se souvient de son nom, on peut le taper dans le champ de recherche et donc la sélectionner de cette manière-là. On peut aussi choisir les colonnes. Donc, ça permet de filtrer au niveau des colonnes. Et donc, ça ajoute une étape sur la droite. D'ailleurs, précision, l'aperçu, il est dynamique. C'est-à-dire que selon l'étape que vous sélectionnez, l'aperçu se met à jour. Je pense que vous aviez déjà remarqué. Donc,
Ensuite, supprimer les colonnes, comme son nom l'indique, ça sert donc à supprimer les colonnes. Donc, soit vous sélectionnez celles que vous voulez garder et vous faites supprimer d'autres colonnes, et là, donc, les autres colonnes vont être supprimées. Soit vous sélectionnez celles que vous voulez supprimer et vous faites supprimer les colonnes, et donc là, effectivement, les colonnes disparaissent. Ensuite, on a des actions qui sont liées aux lignes, donc soit pour conserver certaines lignes, soit pour supprimer certaines lignes. Donc ça, c'est un traitement qui sert très fréquemment. Supprimer les doublons, supprimer les lignes vides, supprimer les erreurs. Donc les lignes vides, souvent, on s'en sert parce que quand on importe un fichier, par exemple un fichier Excel, et qu'on a plein de lignes vides, souvent Power BI charge des lignes vides parce qu'il croit qu'il y a des données dedans. Les erreurs, alors les erreurs, attention, avant d'utiliser ce raccourci là, cette commande pour supprimer les lignes d'erreur, avant de faire ça, il faut quand même au préalable avoir identifié, avoir étudié les erreurs. Je peux avoir une erreur qui est entre guillemets normale, c'est-à-dire que j'ai un tableau de données avec des prix, et dans certains cas, voilà, j'ai fusionné plusieurs fichiers, et du coup j'ai des en-têtes qui apparaissent en plein milieu de mon fichier, parce que voilà, j'ai copié-collé deux fichiers, je les ai mis ensemble, et voilà. J'ai une ligne avec du texte, du coup, qui s'imbrique dans mes valeurs que j'ai définies comme étant de type numérique. Et donc Power BI va me donner une ligne d'erreur. Donc c'est une erreur qui est liée au type de la donnée. Donc bref, il faut faire vraiment attention aux erreurs auxquelles on a affaire avant de toutes les supprimer comme ça de manière systématique et un peu brutale. Ici, on a deux boutons de tri classiques, donc par ordre croissant ou descendant. On peut aussi fractionner la colonne. Alors, deux types de paramètres pour fractionner la colonne. Par délimiteur, donc si on appuie, on a une fenêtre de paramétrage qui nous permet donc d'être plus précis. Donc on peut préciser la nature du délimiteur. On peut préciser comment on va fractionner la colonne. Donc, qu'est-ce qui va déclencher la création d'une nouvelle colonne. Donc là, je prends l'exemple qu'est-ce que je peux prendre ma colonne date, par exemple, je vais fractionner selon le délimiteur, le délimiteur, pardon, le slash, comme ça je vais mettre de côté le jour, le mois et l'année en chiffres. Donc voilà, je vais séparer toutes ces trois données-là. Et donc ici, ma colonne, elle a été fractionnée en 3. Donc on voit aussi que le type de ma donnée a été changé automatiquement par Power BI. Ma date est devenue un ensemble de nombres entiers. Voilà. J'aurais aussi pu fractionner ma colonne par nombre de... Qu'est-ce que j'aurais pu faire par autre chose, par exemple prendre les 4 derniers caractères en partant de la droite, donc récupérer l'année. Et voilà, j'ai une colonne qui se rajouterait. Donc, cela dit, c'est pas un exemple très pertinent parce qu'il y a d'autres manières plus intelligentes d'obtenir l'année d'une date. On verra ça tout à l'heure. Mais bon, voilà, c'est un exemple de fractionnement d'une colonne. Je peux aussi regrouper mes données. Donc, par exemple, je peux créer directement un regroupement de mes ventes selon le mois et je peux faire la somme des ventes. Voilà, plaf. C'est pas mal, non? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment quelque chose de pratique. Ici, je peux changer mon type de données. Donc, même chose qu'en cliquant sur les champs ici, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a plein d'endroits où on peut changer le type des données. On peut aussi choisir de définir la première ligne comme en tête, voilà, classique. On a un bouton aussi pour remplacer les valeurs. Et pour finir sur cet onglet accueil, on peut aussi combiner ou fusionner des données. Donc pour ça, je vous renvoie vers une vidéo que vous retrouverez dans la partie perfectionnement. Vous devriez la retrouver. Elle traite de la fusion des données. Donc voilà. Plus d'infos dans cette autre vidéo. Ok, alors micro-pause avant de passer à l'onglet suivant. C'est vrai que c'est une balade dans l'éditeur de requêtes qui est un peu intense.
Voilà, je peux vous raconter une petite blague en attendant. Euh, euh, vous savez pourquoi Napoléon il a pas acheté de maison? En fait, c'est parce qu'il avait déjà un bon appart. Voilà, petit intermède. Donc, on va se reconcentrer et on va passer à l'onglet suivant, l'onglet transformer. Alors, regrouper par et utiliser la première ligne pour les en-têtes, ça on connaît, on l'a déjà vu dans l'onglet accueil. Donc, j'y reviens pas. Transposer, ça c'est comme dans Excel, hein, donc les lignes deviennent des colonnes, les colonnes deviennent des lignes. Inverser les lignes, c'est c'est inverser leur ordre. Je m'en sers très rarement de cette commande. Donc les premières sont les dernières sont les premières, ok. Compter les lignes, voilà, ça sort tout simplement le nombre de lignes de la table. Ensuite, donc on retrouve ce bouton à partir duquel on peut changer le type de données. Voilà, encore une autre manière de changer le type des données. On peut avant ça lancer la détection automatique du type de données. On peut aussi renommer une colonne, voilà, classique. On a aussi d'autres endroits où on a déjà vu cette commande. Et puis petit bloc où on retrouve donc remplacer les valeurs, vu précédemment aussi. Et ensuite 5 boutons intéressants, même s'ils sont tout petits. Il faut quand même bien les garder en tête, ceux-là. Alors le premier, c'est remplir. Alors ça, remplir, ça sert à déterminer la manière dont on veut remplir nos lignes vides. Voilà, donc attention, hein, c'est seulement si on a besoin d'automatiser un remplissage comme ça. Hein. Allez pas faire de grosses bêtises dans vos données en remplissant toutes vos valeurs vides de cette manière-là. Et donc, si vous avez besoin de faire un traitement comme celui-ci, vous pouvez choisir le sens du remplissage, donc soit vers le bas, soit vers le haut. Voilà. Pratique, mais seulement quand on a vraiment besoin d'automatiser un remplissage comme ça. La colonne de tableau croisé dynamique, ça j'y reviendrai plus tard. Supprimer le tableau croisé dynamique des colonnes, ça c'est un bouton hyper puissant. Souvenez-vous, on l'a utilisé dans notre étape 1, dans le grand A, charger les données, et ça nous avait permis de transformer un tableau de données 2 dimensions en une table de données. Donc une table à une dimension forcément. Donc ça, bouton hyper pratique. Magique même, je dirais. Ensuite, déplacer, donc ça permet de réorganiser ces colonnes. Donc on peut également d'ailleurs déplacer ces colonnes directement de fil aperçu en les cliquant glissant. Voilà, ici dans l'aperçu. Et puis le bouton liste, donc ça crée tout simplement une liste d'une colonne. Donc ça équivaut à supprimer toutes les autres colonnes et supprimer les doublons et garder voilà, une liste de valeurs. Ensuite, on a fractionné la colonne, donc ça on l'a déjà vu dans la partie accueil, j'y reviens pas. Format, donc ça va nous permettre d'uniformiser la syntaxe, par exemple en mettant toutes les valeurs d'un champ en majuscule, en ajoutant un suffixe, un préfixe, etc. On a aussi la possibilité d'extraire une partie de cellules. C'est une étape qui va s'appliquer au champ sélectionné. Donc, si je veux garder mon champ d'origine et créer un nouveau champ, c'est pas grave, je duplique mon champ d'origine et ensuite je vais aller effectuer une étape sur la nouvelle colonne que je viens de créer. Voilà. Comme ici, ça me permet de garder quand même ma colonne origine. C'est toujours, c'est souvent le cas. Hein. On a souvent le cas de garder sa colonne origine. Analyser ici, ça sert à parser en fait des formats de données particuliers. Donc parser, c'est les interpréter en fait. Ici, à transformer du XML ou du JSON en table de données. Donc voilà, XML et JSON, c'est des données structurées qui donc, par exemple, un JSON, c'est un array de hash pour ceux qui ont des notions en programmation orientée objet. Et donc cette commande-là sert à interpréter, à parser ces formats de données classiques, mais quand même particuliers dans le cadre de la BI. La partie statistique, elle sert à calculer des métriques donc statistiques, donc la moyenne, la médiane, le min, le max, etc., etc. Et on peut aussi s'en servir pour compter les valeurs distinctes, etc. On a aussi accès aux opérations standards, donc mathématiques, addition, soustraction, multiplication, division, modulo, etc. Les opérations aussi scientifiques, trigonométriques. On peut faire aussi des arrondis directement, donc pas besoin d'écrire une formule. On a un bouton qui est tout prêt. Et c'est ça vraiment la valeur ajoutée ici de cet éditeur de requête, c'est de rendre toutes ces transformations très accessibles et surtout très rapides. En quelques clics, on arrive à faire des transformations, alors que dans Excel ou dans d'autres logiciels,
il faut écrire des formules, il faut pas en oublier. Et voilà, tout ça c'est chronophage, alors qu'ici on a juste besoin de quelques clics. On peut aussi obtenir des informations donc sous forme binaire, true ou false. Par exemple, ici dans mes ventes, je peux très bien tester la positivité d'une valeur. Dans le cas où j'ai des ventes, donc des ventes positives, donc des ventes effectives et des remises, par exemple, qui peuvent se matérialiser par une valeur négative dans mon montant hors taxe. Après, on a les transformations liées à la date et l'heure. Alors ça, c'est hyper pratique. Pareil, c'est un super bouton qui permet de gagner beaucoup de temps. Et justement, pour le mettre en pratique, on va créer notre propre calendrier. Donc, je vais retourner dans ma table calendrier qui contient une seule colonne, tout simplement des dates, une série de dates que j'ai commencé en 2005 et qui va jusqu'à, je crois, 2030. J'ai prévu large. Et donc, à partir de cette colonne, je veux d'autres infos. Je vais me faire un calendrier complet et je veux que quand je mets à jour ma source, donc mon fichier Excel avec une seule colonne, mes petites dates là, je veux que tout ça, tous mes attributs, tout le reste se mette à jour et que j'ai plus besoin de passer du temps, pour être poli, à maintenir à jour un fichier avec les dates et puis tous les attributs de la date dont j'ai besoin. Donc ici, je vais rajouter l'année, je vais rajouter aussi le trimestre, je vais avoir besoin aussi du mois, donc du numéro et aussi du nom. Et puis je vais aussi rajouter la semaine, c'est quelque chose qui m'est utile également. Et donc voilà, pas besoin. Il y a aussi possibilité d'isoler les heures, les minutes, les secondes, ça c'est pratique aussi, et de calculer des durées. Voilà. Donc j'en ai pas besoin dans mon exemple, mais c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Donc voilà, j'ai tout fait en quelques clics, sans formule, sans y passer plus de quelques secondes, et voilà, je crois que j'ai gagné un peu en espérance de vie. Ensuite, les colonnes structurées. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Même chose pour les scripts en R. Ok. Maintenant, allez, on passe à l'onglet suivant, l'onglet ajouter une colonne. Donc on retrouve des boutons qu'on a déjà vus à d'autres endroits. Donc je vais balayer seulement ceux qu'on n'a pas encore vus. Alors attention, colonne révolutionnaire. Enfin, bouton révolutionnaire. Ce bouton, c'est le bouton colonne à partir d'exemples. Alors ça, c'est quoi? C'est une intelligence qui va essayer, à partir d'exemples que vous lui donnez, de déterminer l'étape que vous souhaitez appliquer. Donc ça sert par exemple dans le cas où on connaît le traitement qu'on veut effectuer, mais on ne sait plus trop où est le bouton, on ne sait pas trop quelle formule mettre dans une colonne calculée. Donc là, solution de facilité, on utilise ce bouton. Ou alors, vous connaissez le résultat que vous devez obtenir, mais vous ne savez pas trop comment l'obtenir. Donc par exemple, dans ma table date, je voudrais ajouter le nom du jour de chacune de mes lignes, de mes dates. Mais je suis pas sûre, je sais plus où est le bouton. Voilà, j'ai besoin qu'on m'aide. Donc je vais sélectionner ma colonne et ici je vais pouvoir saisir des exemples. Donc par exemple, 1er janvier 2005, c'était un samedi. Voilà, je vous le dis, c'était un samedi. Donc je vais noter samedi, etc., etc. Pour chacune des dates, je vais faire ça. Enfin, en tout cas pour quelques exemples. Et voilà, et il a détecté ce que je voulais faire. Donc il le fait pour moi. Voilà, c'est pas un peu magique quand même Power BI. Voilà, c'est gratos en plus. Donc que demande le peuple, hein. Voilà, donc ça, souvenez-vous de ce bouton. Dans le doute ou dans un coup dur, vous avez toujours l'appel à un ami. C'est ce fameux bouton colonne à partir d'exemples. Ensuite, donc colonne personnalisée, on l'a déjà vu, et appeler une fonction personnalisée, ça j'y reviens plus tard dans une autre vidéo. Colonne conditionnelle, ça sert à créer une colonne dont la valeur va dépendre de la valeur d'autres colonnes. Par exemple, ici dans ma table, toujours dans ma table date, je peux choisir de créer une colonne année bis et dire que si mon année c'est 2005,
Dans ce cas-là, la valeur de sortie, ce sera un texte que je vais rentrer. Et je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé en 2005, je crois qu'il y a eu le premier vol de l'A380. Voilà, je crois que c'était en avril, donc voilà. Donc sinon, donc je vais noter premier vol à 380 et sinon on note autre année. Voilà. Ok, on peut aussi directement et sans effort créer une colonne d'index, très très pratique. Donc depuis 0, depuis 1, voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Ensuite, les autres boutons, on les a déjà vus. Donc je vais passer à l'onglet suivant, l'onglet affichage. Qu'est-ce qu'il y a de pratique ici? Donc griser, dégriser cette barre de formule, ça peut servir, ça allège l'écran. Des paramètres sur l'affichage des données, donc afficher les blancs, ça c'est pratique. Enfin, pensez-y quand vous avez des valeurs que vous croyez voir en double alors que vous avez déjà supprimé les doublons. Ça arrive, mais bien souvent c'est qu'il y a un espace qui s'est glissé quelque part. Donc voilà, pour l'identifier, c'est assez utile cette commande. Voilà, le reste, je crois qu'on l'a vu. Dernière chose, les dépendances de la requête. Ça, c'est très pratique. Ça permet de visualiser quelles tables sont construites sur la base d'autres tables. Donc, servez-vous-en, notamment quand vous faites des modifs dans la structure de vos données et que vous avez besoin d'identifier les éventuels impacts sur votre modèle. Ça, c'est très pratique comme visualisation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet éditeur de requêtes, cet outil. Donc maintenant, vous avez de belles cartes en main pour réaliser vos transformations. Retenez bien que toutes les modifications standards, classiques, vraiment courantes, elles sont faisables directement à partir de boutons dans l'éditeur de requêtes et que, le cas échéant, vous pouvez toujours créer des colonnes calculées ou un bout de code en M dans l'éditeur avancé. Voilà, donc maintenant on va passer à l'étape B, enfin le grand B de notre étape numéro 2, et on va aller contrôler la qualité de nos données.